Mesdames les téléspectateurs, merci de votre fidélité à ce programme. Vous suivez votre émission Terrain d'entente. Terrain d'entente est un espace d'échange où nous allons ensemble chercher et proposer des solutions aux différents problèmes communs liés, n'est-ce pas, à notre vie quotidienne et à celle de notre beau pays, la Guinée. La principale règle de cette émission est de comprendre nos différences et de rechercher, n'est-ce pas, un terrain d'entente pour agir sur nos points communs. Dans ce numéro du jour, donc, mesdames et messieurs, nous parlerons de quelques actions de nos braves femmes pour une gestion efficace et durable des conflits sociopolitiques dans notre pays. Et pour cela, donc, nous invitons sur ce plateau de terrain d'entente Madame Fatoumata Morgan, elle est la coordinatrice nationale du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. Aussi, Madame Fatima Kamara, elle est porte-parole du cadre de concertation des filles-femmes des partis politiques. Pour animer cette émission avec moi, mesdames et messieurs, je reçois Moussa Iroba, elle est journaliste à la radio Espace FM. Bienvenue à vous, mes chères dames. Merci. Bienvenue à vous également, et mes téléspectateurs. Et pour commencer donc, Moussa Iro. Alors, je vais commencer par vous, Fatima. Vous êtes plus impliquée dans la politique. Quelle lecture faites-vous de l'actualité politique de notre pays en ce moment? Alors, il faut le reconnaître que c'est très critique actuellement parce qu'on voit que nous n'arrivons pas à sortir de cette crise politique. Donc, je pense qu'il est temps qu'on essaye vraiment de réagir par rapport à cela. Bien qu'on essaie de réagir, c'est vrai. Je vais poser la même question avec Madame Morgan qui s'implique beaucoup plus sur les questions de paix. Il faut le dire, on en a besoin en ce moment. Quelle lecture vous faites également de l'actualité politique? La lecture est la même. C'est ce que tous les citoyens aujourd'hui sont en train de voir. Nous sommes dans une impasse aujourd'hui. Et l'impasse est considérée comme une des phases du conflit. Si cette phase latente n'est pas bien prise en compte et qu'on ne trouve pas les solutions qu'il faut, nous allons directement vers un conflit. Disons qu'actuellement, vraiment, tous les ingrédients sont réunis. Il ne faut pas qu'on se voie la face. Il faut qu'on assume cette responsabilité. Il faudrait que les leaders politiques aujourd'hui mettent un peu de côté leur ego. Il faudrait qu'ils soient aussi de bonne foi et qu'ils acceptent de mettre au-dessus d'abord la nation et de considérer l'intérêt national. Sinon, la situation que nous vivons va s'empirer et on ne le souhaite pas. Nous allons droit au mur. On ne le souhaite pas vraiment. Je reviens à vous, Madame Kamara, Fatima Kamara. Bonsoir. Donc, on vous a vu très active lors des élections législatives, toutes les femmes, les associations de femmes, les réseaux et autres. Dites-nous qu'est-ce que nous devons faire actuellement aussi pour pouvoir s'impliquer dans la gestion de ces conflits politiques. Alors je pense d'aussitôt les femmes vont encore prendre leur bâton de pèlerin pour aller voir tous ces leaders d'opinion afin de les rappeler de, comme Morgane l'a dit, de penser à la nation en première position. Parce que vu qu'ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, tous les deux côtés parlent de dialogue, mais refusent de se retrouver autour d'une table. Donc je pense que lorsqu'il y aura un conflit, ce sera les femmes qui seront les premières victimes. Nous ne voulons vraiment pas en arriver là. Donc je pense qu'il est temps qu'on essaie de se retrouver afin d'aller vers ces leaders pour les rappeler à l'ordre qu'ils viennent vraiment à la table de dialogue. Surtout que vous êtes proche des leaders politiques. Bien sûr. À mon tour, c'est que quand même nous avons commencé ce processus il y a un peu plus d'un mois maintenant. Parce que les femmes ont suivi une formation sur la justice transitionnelle. Et à la suite de cette formation, tout de suite, toutes les grandes organisations féminines, mais aussi les réseaux et coalitions qui étaient présents à cette session de formation, ont décidé de s'unir pour une fois. Pour une fois, les femmes ont décidé de se mettre ensemble et de rencontrer chacune des institutions de ce pays. Et comme ça, nous avons rencontré le grand imam, nous avons rencontré l'archevêque, mais nous avons rencontré aussi le président de l'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, la Cour suprême, toutes ces institutions, la primature, donc le Premier ministre, pour dire attention, ce pays est le nôtre.
Mais ça, c'était à quel moment? C'était... Le processus est encore en cours. Donc c'est récent tout ça. La dernière rencontre date d'au moins d'une semaine. C'était avec le gouverneur de la ville pour dire ce pays est le nôtre. Et il faudrait que nous, femmes, prenions notre responsabilité parce que si jamais ça casse, c'est d'abord nous qui allons encore colmater. Nous avons réussi, donc, ces femmes, à faire une déclaration avec les leaders religieux pour dire aux leaders politiques que le peuple est fatigué. Le peuple n'en peut plus. Il faut qu'ils acceptent de se mettre autour de la table. Et nous avons profité au cours de cette déclaration, donc, de remettre, nous les femmes, une calebasse contenant des œufs crus aux leaders religieux. Nous leur avons confié cette calebasse en leur disant, cette calebasse, c'est la Guinée. Les œufs qui y sont dedans, ce sont les populations guinéennes. Si vous les laissez tomber, la calebasse se casse et ne servira plus à rien. Vu que les œufs se cassent également. Et puis ce sont les populations qui seront perdues à jamais. Nous vous confions donc cette calebasse et ces œufs qui sont là-dedans. Nous voulons que vous les remettiez aux leaders politiques pour qu'ils acceptent pour une fois de se mettre autour de la table. Ce processus est en cours, il continue et actuellement, après toutes ces différentes rencontres-là, nous sommes en train de travailler pour élaborer une stratégie qui va nous permettre d'aller vers des actions plus concrètes pour associer aussi le maximum de femmes qui sont à la base, qui ont leur mot à dire aussi. D'accord. Nous avons rencontré Mme Fatou Baldé de la société civile qui trouve très utile notre implication dans la gestion des conflits sociopolitiques, mais n'approuve point la stratégie ou la démarche de certaines associations. Et pour finir, elle nous fait des propositions de solutions pour une plus grande touche de la couche féminine. Je vous invite à suivre, on se reprend juste après. Il faut dissocier les conflits d'ordre politique et les conflits d'ordre social. Les conflits d'ordre social se règlent soit à l'amiable ou au niveau des juridictions, les tribunaux. Mais les conflits politiques naissent toujours d'un manquement d'une partie ou de l'autre dans l'application et le respect des lois. Lorsque ce genre de conflit survient, il faudrait utiliser les lois de la République pour régler le problème. Donc, que les femmes s'impliquent dans la résolution des conflits, c'est légitime et consacré même par la communauté internationale à travers les résolutions Femmes, Paix et Sécurité qui demandent expressément d'associer les femmes dans le processus de prévention, de gestion et les périodes post-conflit pour que leur situation en temps de conflit soit prise en compte. Ça, c'est une réalité qui est consacrée par cette résolution du Conseil de sécurité. Mais ce que je n'approuve pas, c'est que c'est quand les femmes veulent s'impliquer dans la résolution des conflits politiques et qu'elles passent par les sentiments confessionnels et sociaux pour faire accepter ou pour calmer une confrontation qui est imminente. Et dès après, on relâche. Les femmes qui s'impliquent dans la résolution des conflits sont des citoyennes à part entière et ce sont des acteurs de la société civile. Il faut qu'elles puissent faire la différence entre un cas social et un cas politique. Utiliser les lois, dénoncer les violations de la Constitution, interpeller les décideurs sur la violation des lois et proposer des solutions de sortie de crise de façon républicaine. Parce que si nous nous mettons dans cette position de dire nous sommes les épouses, nous sommes les mères, nous sommes les femmes, on ne va jamais participer au processus de développement en tant qu'acteur de la société, mais en tant que femme. Et en tant que femme, c'est que lorsque la solution de sortie de crise est trouvée, évidemment ce sont les hommes qui, eux, ne se reconnaissent pas en femme, en épouse, en mère, qui vont venir et se partager le poste de responsabilité et les femmes n'auront rien. Si vous voyez qu'on a des problèmes aujourd'hui, de représentativité des femmes au niveau des instances de prise de décision, c'est parce que nous nous sommes recroquevillés dans notre rôle social et nous n'arrivons pas à régler les problèmes de façon républicaine. Oui, les femmes s'impliquent dans la résolution des crises, c'est utile, mais c'est que ça n'a pas c'est pas périn. On a vu ici pendant les élections législatives, elles ont beaucoup travaillé et se sont impliquées dans la dynamique de médiation
jusqu'à obtenir des reports d'élections et ainsi de suite. Mais on n'est pas encore sorti de la crise. C'est que les problèmes se règlent de façon sporadique et ils ne sont pas réglés de manière définitive et il n'y a pas de moyens par lesquels on peut suivre les mécanismes d'application des résolutions souvent issues des dialogues. Donc il faut que les femmes arrêtent de passer par les sentiments confessionnels, les sentiments sociaux pour régler le conflit, mais il faut voir qu'est-ce que les textes de loi prévoient dans ce cas de figure. Parce que si on met ça de côté pour dire il faut sauver la nation, il faut sauver la nation, au contraire, on finit par engloutir la nation, parce que de consensus en consensus, on va finir par tomber dans une situation ingérable. Voilà donc, nous venons ensemble de suivre cet entretien que nous a accordé Mme Fatou Baldé. Moussaïro. Alors, Mme Fatou Baldé, Fatima, je vais poser la question, vous l'avez écoutée. Elle pense qu'il faut se départir du consensus et partir sur la base des lois de la République qui existent pour éviter de tomber en tout cas dans une situation chaotique. Qu'en pensez-vous? C'est un peu compliqué parce que les situations diffèrent. Donc, par moment, surtout si la loi n'a pas été prise en compte dès le départ, c'est pas à la fin que nous allons dire que nous allons prendre en considération les textes de loi. Donc on est obligé d'aller en consensus. Et s'il y a eu un entendement et il y a eu des accords et que les accords n'ont pas été respectés, ça cause aussi des frustrations. Donc sur le plan politique, parce que moi j'évolue dans le domaine politique, toutes les revendications que les différents partis politiques disent, c'est parce que c'est d'une part les accords qui ont été pris n'ont pas été respectés. Et c'est ce qui a apporté la frustration d'une part et d'autre. Donc je pense que dans certains cas de figure, c'est très difficile de dire qu'il faut qu'on respecte les différentes lois qui sont déjà établies. Vous êtes du même avis? On va voir aussi l'avis de... Évidemment, moi je pense que ça pose encore le problème de renforcement des capacités des femmes dans la médiation. Parce qu'on ne peut pas s'impliquer dans un processus aussi compliqué si on n'a pas les moyens de notre politique. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que vous appelez moyens de la politique, moyens de votre politique? Il faut avoir la formation qu'il faut dans un processus de médiation. Il n'y a pas que les conflits sociaux qu'on doit résoudre en parlant de sentiments. Non, même les conflits politiques. Et moi, je sais de quoi je parle parce que si on a résolu au niveau de la MANO le conflit entre les trois pays, ce sont les femmes. Et c'était un conflit politique. Mais les femmes ont osé dire la vérité. C'est d'abord ça qui est important. Et là, ce dont on a besoin, c'est amener les partis autour de la table. Et là, la loi, quand elle va s'appliquer, ça va être une sorte d'arbitrage. Et elle sera obligatoire pour les partis qui seront là. Mais pour arriver à là, il faudrait qu'elles acceptent d'abord de se mettre autour. D'accord, mais est-ce que c'est pas ce qui fait que les conflits sont permanents en Guinée, les conflits politiques surtout? Justement parce que on se dit qu'il faut attendre à un moment donné pour faire respecter les lois. Jusqu'à quand va-t-on attendre que les lois soient respectées? Parce que, il faut le dire, ça a commencé à un moment donné, c'est parce que les uns et les autres ont refusé de mettre en pratique exactement ce qui devait arriver. Le cas actuel, c'est l'organisation des élections communales. Quand on est dans un alors qu'on a le code électoral, on a la Constitution. En face de vous, deux parties belligérantes qui ne sont pas de bonne foi, vous allez beau appliquer cette loi. Si la bonne foi des partis est mise en cause, elles vont toujours revenir. Les accords ont été signés et il n'y a pas plus fort que ça. Est-ce qu'il ne faut pas œuvrer pour le respect de ces accords au lieu de chercher un consensus alors que ce que les accords prévoient, vous voyez justement là, ça existe. Comme Morgane l'a dit, c'est une question de bonne foi. Pour pouvoir régler cette confrontation, cette situation, il faut qu'ils acceptent de se retrouver autour d'une table. C'est à eux de trouver la décision. En tant que médiateur ou médiatrice, on n'a pas à prendre la part d'un ou d'un côté, d'une partie. Et justement, c'est ce qui fait qu'on doit utiliser ce que disent nos textes de loi pour éviter d'être d'un parti ou d'un autre. Pour cela, vous ne pensez pas que la loi est un peu... Elle a dit quelque chose de très important, c'est que nous n'avons pas la capacité, nous, de
de faire le suivi de la mise en œuvre des différents accords qui sont pris. Et là, c'est important. C'est si nous avons cette capacité que nous pouvons faire en sorte que les partis soient obligés de respecter la loi, donc de respecter les engagements qui ont été pris. Quand nous sommes allés rencontrer les différentes parties, nous n'avons pas manqué de dire à chacune des parties, et c'est la raison pour laquelle nous n'avons même pas utilisé les médias, parce que à huis clos, vous pouvez leur dire ce que vous pensez, mais après, encore une fois, quand les gens ne sont pas de bonne foi, vous allez beau leur dire de respecter un certain nombre de choses, lorsque vous quittez, les gens n'en feront qu'à leur tête. Est-ce que vous pensez que les politiques actuelles, les personnes qui sont devant la scène politique, ils ne sont pas de bonne foi, les politiciens des deux bords politiques, c'est ce que vous voulez dire? Il y a des extrémistes des deux bords. Et ces extrémistes, je suis désolée de le dire, sont en train de faire en sorte que on ne sache plus où on est en train de partir dans ce pays. Il y a les extrémistes de tous les deux côtés, et ces extrémistes de mauvaise foi sont en train de faire que les gens ne s'entendent pas. Peut-être pour leur intérêt personnel, mais il faudrait qu'ils comprennent qu'un jour, tôt ou tard, ça pourrait s'arrêter et ça pourrait se retourner contre eux. Ou que ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Bien, peut-être cette question à Fatima, les élections. En tout cas, on se bat pour l'organisation des élections communales, mais en attendant, on en sait beaucoup plus sur la présidentielle. Peut-être qu'on sait qu'on ne passera pas à côté. Qu'est-ce que vous allez faire pour vous impliquer, pour qu'il y ait quand même des élections apaisées? Pour qu'il y ait élections apaisées, il faut d'abord qu'on parle de dialogue. Il faut qu'ils se retrouvent pour dialoguer. Parce que tant que ce dialogue ne sera pas effectif, on n'est vraiment pas sûr d'avoir une paix durable. Parce que lorsqu'on entend les différents partis dans les médias en train de s'exprimer, on sait que derrière il y a le feu. Parce que personne n'est prêt à céder pour l'autre. Et c'est ce qui est dangereux pour un pays. Donc vraiment, c'est une opportunité aussi de dire au président de la République, c'est lui le père de la nation. Qu'il prenne ses responsabilités et pouvoir vraiment trouver une solution. Parce que je pense que des deux côtés, lorsqu'ils parlent, c'est comme s'ils cherchent vraiment une personne qui va être intermédiaire entre eux pour les réunir ensemble. Donc s'ils veulent ça, les femmes ont toujours été actrices et ont toujours été là pour eux. Donc je pense que c'est aussi l'idéal de se pencher vers ces femmes pour pouvoir être médiatrices entre eux. Mais en tout cas, s'ils ont la volonté, je pense qu'on peut vraiment sortir de cette crise et très rapidement. Est-ce que vous comptez changer de stratégie cette fois-ci parce que vous avez utilisé la même stratégie pendant les élections législatives? Apparemment, ça n'a pas marché. Bon, on a eu des élections, mais les mêmes conflits reviennent. Est-ce que vous comptez changer de stratégie? Non, c'est pas que ça n'a pas marché. Ça a marché, c'est pour ça il y a eu des accords, il y a eu des solutions. Oui, mais ça n'a pas été durable. Fatou Bandelagi et même Morgan, le suivi... Au fait, ça a marché, mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. Voilà. Ça n'a pas été pérenne, ça n'a pas été durable. C'est parce que le suivi, pour qu'il y ait un suivi, il y a vraiment des préalables à faire. C'est vrai, il y a le côté financier, il y a le côté aussi, il faut que les femmes soient écoutées. Mais à travers les décisions qui ont été prises, à travers les démarches qui ont été entreprises autrefois, je pense qu'on va essayer, on s'est remise en question, on va mettre ce qui a été les failles d'à côté pour pouvoir vraiment trouver, comme vous le dites, de nouvelles stratégies et de nouvelles solutions. Mais qu'on le veuille ou pas, les problèmes, ceux qui peuvent le résoudre, c'est ces deux parties-là. C'est la mouvance et c'est l'opposition. Il est bon de savoir, de demander à ceux qu'on utilise un peu, qu'on mette en valeur nos textes de loi. Mais je me pose une question, Moussa Hirosel, de savoir, est-ce que les femmes elles-mêmes connaissent nos lois? Justement, c'est la grosse question, le code électoral, la Constitution. Est-ce que c'est connu? Vous évoluez, par exemple, vous êtes coordinatrice des femmes du fleuve Mano pour la paix. Vous êtes en permanence sur le terrain étant de la société civile. Est-ce que vous avez fait ce constat? Est-ce que nos textes de loi sont connus? C'est une des faiblesses vraiment de l'implication des femmes. C'est-à-dire que les femmes, à un moment donné, pensent qu'elles sont assez âgées, elles ne peuvent plus apprendre. Ce qui fait qu'il y a toujours des problèmes par rapport à notre positionnement au niveau des instances de décision. Nous sommes en train de travailler en tant que groupe de femmes
d'associations, de réseaux et de coalitions sur la nouvelle stratégie d'intervention des femmes, d'implication des femmes, non seulement dans le déblocage de ce dialogue politique-là, mais aussi dans les préparatifs du processus électoral également, leur implication dans la justice transitionnelle, parce qu'on arrive, les consultations nationales vont commencer bientôt. Il faudrait que les femmes sachent qu'est-ce qui est consultation nationale, qu'est-ce que ça veut dire justice transitionnelle, parce que c'est un peu différent. Et après, comment faire en sorte que celles qui sont au niveau de la base s'approprient aussi du processus et que nous soyons au même niveau d'information, qu'on soit intellectuel ou au niveau communautaire, que nous soyons au même niveau d'information pour être sûr que les femmes vont être présentes là où il faut qu'elles soient présentes et qu'elles vont pouvoir effectivement prendre part au processus. C'est ça qui est important. Merci beaucoup. Bien, peut-être Fatima, est-ce que vous pensez que cette nouvelle donne pourrait changer un peu les choses, qu'on puisse réussir de façon pérenne peut-être à gérer les conflits? Et c'est vrai que les femmes ignorent beaucoup et c'est d'où notre faiblesse. Et avec cette nouvelle stratégie de pouvoir nous-mêmes nous remettre en question, qui est très important parce que, comme elle a dit, les femmes dans les différentes organisations refusent de se former à nouveau. Et c'est un facteur aussi de frein pour nous, les femmes. Mais si on accepte de se former et aussi à pouvoir impliquer les femmes qui sont à la base pour qu'on soit au même niveau d'information, je pense que cette nouvelle stratégie va nous permettre d'éviter beaucoup de conflits et d'avoir vraiment une solution durable pour notre pays. Est-ce qu'il vous arrive aussi au sein des partis politiques de procéder à une vulgarisation de nos textes de loi en langue nationale, et même en français? Ça, il faut le reconnaître, non. Au niveau des partis politiques, rares, pour ne pas dire il n'y en a pas, qui vulgarisent les textes de loi dans notre pays. C'est vrai que grâce quand même au code de bonne conduite des partis politiques, qui vraiment explique aux différents militants des différents partis politiques comment ils doivent se tenir avant, pendant et après les élections. Mais ça, c'est propre aux partis politiques. Voilà, c'est différent par rapport à la vulgarisation des textes de loi. Donc, pour ne pas dire qu'il n'y a pas de parti, c'est rare des partis qu'on trouve qui vulgarisent vraiment nos textes de loi. Et si vous trouvez cela utile, est-ce que vous n'allez pas envisager une activité allant dans ce sens? Comme on le dit, le nerf de la guerre, c'est les moyens aussi. C'est un facteur de frein. Vous pouvez faire des propositions aux différents leaders. Bien sûr. Mais il faut savoir que les différents leaders aussi ont leurs objectifs. Si leur objectif n'est pas de pouvoir former ces différents militants, mais aller au pouvoir, et ça considère vraiment il faut des coûts. Donc je pense que c'est pas tous les leaders qui vont vouloir s'engager à vouloir vulgariser la loi. Vulgariser la loi, pourtant c'est important, c'est une question d'éducation citoyenne. On peut les amener à ça. Il faut les amener à ça normalement. En tant que femme, vous pourriez par exemple vous impliquer, par exemple au sein du parti dans lequel vous êtes, exiger que ça se fasse même en langue nationale s'il le faut. Bien sûr. Lors de vos réunions, je pense également que la société civile doit jouer ce rôle-là, parce que si les leaders politiques ont leur vision, ils ont leurs objectifs, il faudrait que la société civile contribue à ce que les militants comprennent ces lois et que certainement qu'ils n'acceptent pas à un moment donné à être utilisés pour violer cette loi-là. Parce que s'ils la connaissent, ils sont responsables de leurs actes. Mais à mon avis, même si la société civile s'implique, il faut qu'on ait l'accord du leader politique qui est là, son appui. Mais vous savez, nous pouvons aller sans toucher forcément directement le militant en tant que tel. D'accord. Exactement. Lorsque vous sensibilisez le citoyen tout court, vous savez quand même qu'il appartient à un parti politique. Et parmi ces simples citoyens, il y en a qui font certainement partie de ces extrémistes-là, au niveau des partis politiques, qui peuvent être touchés. Et la chance, c'est que quand ils sont même touchés en tant que simples citoyens, vous avez de fortes chances qu'ils vous écoutent mieux que quand vous allez vers eux en tant que militant d'un parti politique, parce que là, si vous dites quelque chose, vous pouvez être pris pour autre chose. Alors, est-ce que vous pensez que ce rôle reviendrait beaucoup plus à la société civile qu'aux différents partis politiques?
C'est d'abord le rôle des partis politiques de former leurs militants. Mais c'est aussi le rôle de la société civile de former, de sensibiliser, d'informer les citoyens. Donc, les deux parties pourraient vraiment contribuer à ce que la même cible ait le maximum d'informations. On va parler de tous ces réseaux de femmes qui s'impliquent pour la gestion de cette crise en Guinée, pour aboutir à des élections transparentes. Est-ce que vous pensez que finalement, tous ces réseaux ne devraient pas parler d'une seule voix pour pouvoir trouver solution à ce problème que nous traversons actuellement? Une véritable synergie d'action. Je l'ai dit au début de l'émission, je disais, pour une fois, les femmes sont en train de parler d'une seule voix. Pour une fois, tous les réseaux, en tout cas la majeure partie des réseaux, des coalitions et d'autres organisations de femmes, sont en train de faire quelque chose que moi, depuis 15 ans que j'évolue dans la société civile, je n'ai pas vu. Que les femmes acceptent de se mettre ensemble et de parler d'une seule voix. Si cela continue, cela pourrait rendre les réseaux de femmes plus forts. Plus dynamiques. Et cela pourrait peut-être avoir un effet sur la société civile dans son ensemble pour qu'elle accepte de parler. Ce n'est pas une question de personne. Je pense que là aussi, c'est ça. On est en train un peu de faire comme les politiciens. Et il faut que ce soit moi ou personne. Et tant que c'est ça, on ne va pas avancer. Il faudrait qu'on accepte à un moment donné de laisser l'autre dire quand c'est son domaine d'intervention. Et c'est ce que nous sommes en train de réussir au sein de ce groupe de femmes. Nous n'avons même pas accepté de donner un nom. Parce que vous donnez tout de suite, je ne sais pas quoi, des femmes de Guinée, tout de suite vous allez sortir une présidente qui va être super présidente et toujours présidente et vous n'allez pas vous en sortir. Pour le moment, c'est juste un cadre de concertation. Et lorsqu'il s'agit de questions de paix et de sécurité, si c'est vraiment le REFMAC qui a le leadership par rapport à ces questions, qui maîtrise ces questions, qu'on laisse le REFMAC parler en tant que porte-parole de ce groupe. Lorsqu'on viendra aux femmes politiciennes, pourquoi pas le cadre. Lorsqu'on parlera de femmes, de droits des femmes, vous avez des organisations comme la CONAC-DCF qui est leader dans le domaine. Lorsque nous allons réussir cela en tant que femmes, je pense que la société civile dans son ensemble pourrait suivre cet exemple et aller de manière plus claire. D'accord. Peut-être la question à Mme Fatima cette fois-ci, par rapport à la politique. Vous faites de la politique, vous êtes une femme membre de parti politique. À votre avis, où est-ce que ça coince réellement? Est-ce que vous pensez que finalement on pourra revenir autour de la table pour organiser ces élections à la fin? Comme je l'ai dit tantôt, en écoutant les deux partis, on se rend compte qu'ils veulent vraiment venir autour du dialogue parce qu'ils savent que la solution ira de là. Parce qu'en tant que parti politique, en tant que militante des différents, dans un parti politique, en entendant ces différents leaders, c'est parce qu'il y a eu une frustration quelque part, un accord qui n'a pas été respecté. Et lorsqu'on entend aussi au niveau du gouvernement qui dit non, c'est de mauvaise foi. Donc je pense que cette solution, cette sortie de crise va pouvoir être vraiment effective si les deux parties acceptent de se retrouver pour dialoguer. Madame Morgan, moi je voudrais quand même poser cette question parce que à l'avenir, pour qu'on évite à chaque fois de revenir sur la même situation et tout, par exemple, vous l'avez dit au début, si on avait respecté les accords, les premiers accords à partir de 2010, on n'en serait pas là aujourd'hui. Si on avait respecté le cycle électoral, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Est-ce que prochainement, il ne faudrait pas se mettre à la tâche, suivre de très près, faire un suivi régulier, ne pas attendre par exemple que si une période pour de telle ou telle élection est donnée, qu'on ne saute pas, qu'on ne dépasse pas, que les femmes soient là sur le qui-vive, prêtes à dire non, on avait dit tel, pour éviter ce qui va arriver, il faut se mettre à la tâche. C'est pourquoi je suis d'accord avec cette idée de Fatima de mettre en place un comité de veille qui va faire une sorte d'alerte. Voilà. Chaque fois qu'une des parties va être tentée de se soustraire à la... De se soustraire ou d'essayer de dévier un peu les engagements qu'elle a pris. Je pense que les femmes doivent pouvoir, ou la société civile dans son ensemble devrait pouvoir être ce comité de veille qui va faire l'alerte
pour dire, lorsque tout de suite on remarque que vous voulez un peu vous faufiler, vous voulez un peu dévier, qu'on vous dise non. On a dit ça, il faudrait qu'on respecte ça. Et qu'on n'attende pas désormais qu'on viole au fur et à mesure, qu'on se retrouve le dos au mur pour dire non, non, écoutez, nous sommes ceci, nous sommes cela. Je pense que si nous réussissons cette veille-là et l'alerte, au fur et à mesure, nous pourrons faire en sorte que les engagements pris soient respectés du début à la fin pour ne pas revenir toujours dans ce cycle infernal de revendication, avec le même discours, de violence, avec les mêmes discours. Vraiment, le peuple est fatigué et le peuple en a marre. Voilà, pour finir donc, la même question pour Fatima. Je pense que, je l'ai dit tantôt, il faut un comité de veille afin que les différentes résolutions qui vont être prises lors de ce dialogue soient respectées. Donc, pour ne pas répéter, je partage la même idée que Morgane, parce que c'est d'où ces leaders l'ont dit. Il y a eu des décisions, il y a eu des accords, mais ces accords n'ont pas été respectés. Donc, pour éviter vraiment ce discours répétitif, vaut mieux qu'on prenne vraiment nos dispositions pour remédier à ça. Donc, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci également à vous, aimables téléspectateurs, de nous avoir prêté votre attention. On a parlé aujourd'hui de notre implication, nous, femmes, dans la gestion des conflits sociopolitiques. Était ici donc pour en parler Madame Kamara, Fatima Kamara, elle est porte-parole du cadre de concertation des filles-femmes des partis politiques. Aussi, Madame Morgane Fatoumata, elle est coordinatrice du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. Était ici pour animer cette émission avec moi, Madame Somoussaïro, elle est journaliste à la radio Espace FM. Les recommandations donc issues de cette émission sont entre autres mettre en place un comité de veille, œuvrer pour le respect de nos textes de loi en vue d'une bonne organisation des prochaines élections dans notre pays. Une fois encore, merci pour votre aimable attention et à très bientôt si Dieu le veut bien. Prenez soin de vous. Au revoir.